Bonjour à tous, je suis très content de revenir. Ça va être une reprise de live très chill. Ce que je vous ai préparé, c'est une revue de presse, puisque j'ai lu le dernier Box Office Pro hier. C'est sorti le 2 avril, et je m'étais dit qu'on allait faire le tour ensemble, parce qu'il y avait quand même pas mal de sujets intéressants, et ça permettra de créer la discussion. Et puis si ça vous intéresse, j'ai également vu Comment devenir riche avec l'aide de sa grand-mère, qui est un film thaïlandais qui sort bientôt. Et donc du coup, je voulais vous en parler, parce que je l'ai passé en séance coup de cœur surprise hier. Voici le Box Office Pro du 2 avril, avec une magnifique affiche de Thunderbolt, que j'ai très hâte de voir d'ailleurs. Peut-être le renouveau de Marvel. Bon, j'avais dit ça pour Captain America, mais je le sentais pas trop. Mais là, on a une magnifique affiche aussi de Ange et compagnie. Alors, Ange et compagnie, de base, ça paraît peut-être pas si fou, mais n'empêche qu'il y a Simon Astier à l'intérieur, Julien Pessel, et que c'est écrit en partie par notre cher Adrien Méniel. Voilà. Et qui fait aussi partie du casting. Donc, ben voilà, on a toujours hâte de voir Adrien Méniel à l'écran et de voir ses talents d'écriture. Hâte de voir ça quand même. C'est un film Universal. Dans les premiers articles de ce Box Office Pro, dans les premières pages, on trouve un tout petit encart ici en haut sur la FNEF, le DIR et le SDI qui s'unissent. Donc c'est les trois syndicats de distributeurs qui sont un petit peu montés au créneau et pensent que la coordination Enfin, ils veulent créer la coordination des éditeurs, distributeurs de films, puisque bon, il y a quand même un financement de 400 millions par an par les distributeurs, et c'est quand même une assez grosse somme, puis c'est quand même eux qui sont sur le devant de la scène, qui prennent les plus gros risques, on va dire, au moment de l'investissement, puisque c'est à eux c'est eux qui font la communication, et c'est eux qui participent quand même à un assez gros budget, puisqu'on le rappelle, hein, il y a pas mal de sociétés de production qui, au final, mettent très peu d'argent dans les films, puisque c'est eux qui vont aller chercher les financements de régions, les choses comme ça, mais qui parfois investissent très peu d'argent dans un film, à l'inverse des distributeurs qui, eux, donnent vraiment de leurs sous-sous pour espérer avoir un retour sur investissement sur les films. Donc là, la FNEF, le DIR et le SDI vont s'unir en un seul syndicat, ou en tout cas un seul groupe de coordination. Est-ce que les trois syndicats vont disparaître? Peut-être pas. Mais c'est bon de savoir que maintenant, il va y avoir un dialogue entre les trois et le CNC pour essayer d'améliorer les conditions, puis essayer de prendre moins de risques hein, pour les distributeurs, même si ça fait partie du job, j'ai envie de dire, de prendre des risques aussi et d'avoir un film qui ne fonctionne pas toujours. Mais c'est vrai qu'on a vu la disparition de pas mal de distributeurs historiques hein, ces derniers temps, donc c'est normal qu'ils aient quand même un petit peu peur. On a une nouvelle équipe de programmation chez Sony Pictures, parce qu'on a un départ en retraite, donc ça, bon, je passe par-dessus. On a le Little Film Festival qui revient. Le Little Film Festival, je sais pas si vous le faites vous, mais moi je le fais tous les ans et c'est super. C'est une sélection de 8 films. Donc vous avez 4 catégories avec 2 films chacun et 2 avant-premières. 2 films pour enfants, pour les tout petits. Du coup, c'est déjà des films qui sont déjà sortis, mais ça permet de les remettre en avant, de les avoir pour quelques séances, voire une seule séance, sans avoir forcément d'exigence de la part des distributeurs. Et nous, ce qu'on fait la plupart du temps, c'est que pendant l'été, ça se passe de fin juin, ça commence pendant la fête du cinéma, et ça va jusqu'à fin août. La pratique que font la plupart des cinémas, c'est d'en diffuser un par semaine pour permettre aux plus petits de découvrir le cinéma de plein de façons différentes. Nous, la plupart du temps, on diffuse les 8. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit de plus en plus de films pour les médiathèques. C'est-à-dire que c'est une mise à disposition gratuite pour les médiathèques qui souhaitent diffuser le film pour après faire des activités autour de ce film-là directement dans les médiathèques. Ça, c'est plutôt cool. Enfin, moi, je conseille à tous les cinémas d'y participer. Alors, ça amène pas énormément de monde, mais ça fait une super animation. Et puis, bon, ça fait des points à réessayer, gagner facilement, on va pas se mentir. Donc, n'hésitez pas à participer au Little Film Festival. C'est Little KMBO qui organise ça, mais en partenariat avec d'autres distributeurs. On va avoir GBK, les films du Préau, et Cinéma Public Film. Donc voilà, c'est 3 distributeurs spécialisés dans les films d'animation pour les plus jeunes qui font ce système-là. Alors ça c'est un peu plus compliqué, j'espère avoir les bons termes, mais en fait le soutien automatique aux exploitants évolue. Qu'est-ce que le soutien automatique aux exploitants? C'est la fameuse TSA, un taux de retour en fait sur les tickets de cinéma vendus. Il faut savoir que ces tranches ont été modifiées. La FNCF a eu un retour de la grande exploitation, donc pour ceux qui ne le savent pas, vous avez 3 types d'exploitation. La petite exploitation, qui est l'équivalent de la mienne, hein, 1, 2, 3 salles dans les villes de petite capacité. La moyenne exploitation, je crois que ça va se situer entre 3 et 5 salles dans des villes moyennes. Et ensuite, on a la grande exploitation, les grands groupes comme CGR, UGC, Pathé, qui là vont faire de grands cinémas
pour les villes les plus grandes. Et la grande exploitation a enfin eu les retours en fait de sortie de Covid. Et en fait, ils sont les plus impactés par cette sortie de Covid et par l'avènement des plateformes de streaming. Et donc, ils en ont discuté avec la FNCF et le directeur de la FNCF, le président, pardon, de la FNCF, la Fédération Nationale des Cinémas de France. Et donc, a été revu avec le CNC les tranches de taxes qui ne bouge pas énormément pour la petite exploitation, mais qui va bouger pour la grande. Par exemple, la tranche numéro 3, quand on a 25 000 à 51 000 euros de taxes d'acquitté, on peut toucher maintenant jusqu'à 62% au lieu de 60%, et ça augmente de 20 à 30% pour la plus grande exploitation, pour les cinémas qui font plus de 136 000 euros de tranche de taxes acquittées, donc c'est 136 000 euros de TSA, à savoir que la TSA, 10,72% du prix de l'entrée de salle de cinéma. Donc 10% du ticket que vous vendez est reversé sous forme de taxes, et ensuite vous pouvez en récupérer une certaine somme en fonction de la grandeur de votre exploitation. Et donc là, pour le coup, pour les grandes exploitations, on va passer de 20 à 30% de taux de retour sur investissement, entre guillemets. Enfin, il n'y a pas vraiment d'investissement, mais c'est de la récupération de taxes que gère le CNC, du coup, sur la vente des tickets. Donc c'est assez intéressant de voir que la petite exploitation n'a pas bougé. Apparemment, il va y avoir en fait un gonflement de l'enveloppe. Ce gonflement de l'enveloppe, pour l'instant, on ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas d'où vient l'argent. Sûrement une meilleure répartition des enveloppes déjà présentes via le CNC. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une grosse évolution depuis des années dans les grandes salles, avec l'arrivée de la 4DX ou l'investissement dans des gros projecteurs, dans le Dolby Vision ou même dans l'Atmos. Et que derrière, la grande exploitation se plaint quand même de ce fameux retour de TSA. Surtout que l'augmentation des tarifs depuis la sortie de Covid rebute les plus jeunes et surtout les personnes qui vont moins au cinéma et qui n'ont pas forcément d'intérêt à prendre un abonnement. Puisqu'on le sait, un abonnement, c'est quand même, ça peut aller de 5 à 6 places en 6 mois, ce qui fait parfois aller au cinéma, une obligation d'aller au cinéma une fois par mois, ce qui est énorme, hein. Il faut pas se leurrer, aller au cinéma une fois par mois, c'est quand même énorme. Donc c'est vrai que les systèmes d'abonnement peuvent parfois être un petit peu oppressants pour les personnes qui n'ont peut-être pas trop envie d'aller voir un film tous les mois. Il faut quand même le prendre en compte. Voilà, donc l'investissement c'est bien, mais les spectateurs c'est bien aussi. On en avait parlé, donc du coup, mais ils en parlent aussi. Donc c'est j'essaie de viser la mission sur l'éducation aux images qui se précise. Donc il y a rien de dit encore pour l'instant. Juste Édouard Geffray, du coup, qui a été mis en place pour travailler avec la FNCF et le CNC pour essayer de faire une meilleure transmission de l'éducation à l'image, revoir avec l'éducation nationale comment vont s'organiser les prochaines séances école de cinéma. Voilà. Ils ont eu les retours des profs, ils ont dit qu'ils les avaient écoutés, et donc forcément il va y avoir des retours par rapport à ça, et sûrement des choses qui vont changer, comme par exemple le fait que maintenant les professeurs sont obligés de faire la connaissance des films et l'étude des films en dehors de leurs heures de cours, enfin en tout cas de leurs heures travaillées, et ce qui n'a pas plu à la plupart des profs et qui ont laissé tomber forcément le visionnage de ces films-là, ce qui est un peu embêtant. Mais ça risque de bouger dans quelques mois. C'est un sujet qui est très compliqué. Moi, je sais que je suis tout seul, et même si j'adore faire du scolaire, j'adore quand les élèves viennent à l'école, j'ai énormément de mal à communiquer avec les écoles. On ne parle que par mail, on n'a pas le droit d'aller dans l'école, on n'a pas le droit de faire de la communication dans les écoles. Moi, j'interviens pendant les séances, en amont, et après, je discute avec les élèves. Il n'y a pas une simple venue aller-retour, et c'est sur les séances demandées par les écoles en dehors du process Ma classe au cinéma, il n'y a pas d'obligation pour le cinéma d'intervenir. C'est mieux, moi je trouve ça mieux quand même d'accompagner les élèves et les profs sur un film, mais c'est pas une obligation. Par contre, sur Ma classe au cinéma, normalement l'exploitant se doit d'avoir un accompagnement avec l'enseignant et avec les élèves. Donc oui, je pense qu'il y a un investissement à avoir. Le problème, c'est qu'encore une fois, dans les moyennes et les grandes exploitations, il n'y a pas forcément une personne dédiée pour le faire, et où la personne qui se sent de le faire n'a pas forcément le temps non plus.
Et voilà. Mais moi, ce qui me manque, c'est pas forcément le temps sur place avec les élèves. Moi, ce qui me manque, c'est le temps avec les profs et avec les élèves dans les écoles. Voilà, quitte à me déplacer dans les écoles ou des choses comme ça, j'aimerais avoir un meilleur contact, des échanges en fait avec soit les parents d'élèves, soit les professeurs, soit les élèves eux-mêmes, directement à l'école pour leur donner envie de venir au cinéma et pour leur faire comprendre que voilà, la culture au cinéma, c'est quelque chose d'important. De l'éducation à l'image, c'est un sujet de fond qui va toucher de plus en plus de cinéma parce que les scolaires, bah, c'est con, mais ça fait quand même monter en flèche les spectateurs. Et j'ai la comparaison de certaines grandes villes au niveau des spectateurs. Quand moi je fais 80 ou 90 élèves dans une classe, je vois à Chalon-sur-Saône, ils en font 800 quoi. Et je me dis 800 scolaires par trimestre, comment tu fais pour t'en occuper quoi? Là, on arrive sur un sujet où effectivement, quand tu deviens un énorme cinéma et qu'en fait tes scolaires c'est une machine à brasser de l'élève, est-ce que toi t'as et le temps et la patience et le bagou pour réussir à gérer toutes ces séances scolaires. Ça, c'est autre chose. Et ben voilà, ils en parlent de Greta. Donc les cinémas Kinépolis, hein, du coup, ont signé avec Cinema Next pour avoir Greta dans leur cinéma. On a IMC, du coup, cinéma américain qui a décidé de... Mais pas que, puisqu'ils ont des cinémas ailleurs dans le monde. On a décidé d'investir dans la 4DX, le ScreenX et le Dolby Cinema, donc dans une centaine de cinémas dans le monde. Et puis on a un accord majeur entre Barco et Vue qui va fournir du coup 1000 projecteurs laser à 8 pays différents, Royaume-Uni, Allemagne, Danemark, entre autres. On a l'AG du CFTC, donc le syndicat français des théâtres cinématographiques qui a eu lieu pendant les rencontres du Sud d'Avignon. Alors ça c'est une question, il faut qu'on en parle. Comment font les exploitants pour trouver le temps d'aller dans toutes les conventions? Moi, je comprends pas. En fait, t'es payé pour aller dans des conventions. T'es payé pour aller serrer des mains, rencontrer des gens et manger des petits fours. Et moi, ça me plairait, hein. C'est un job qui me plairait de ouf, hein, d'aller parler cinéma avec des gens et de faire des retours pour réfléchir à des solutions et tout. Mais quand je vois toutes les rencontres et toutes les conventions qu'il existe en France, je me dis, mais c'est pas possible. En fait, il y a des métiers pour ça. C'est ton métier d'aller d'une convention à une autre. C'est un truc de dingue. Mais voilà, et donc là, justement, ils en discutaient de l'équilibre compliqué et fragile de beaucoup d'établissements. Ils parlaient justement de ces fameuses grandes exploitations qui avaient du mal un petit peu à s'en sortir. On a quand même un chiffre qui se situe à moins 8% par rapport à 2024, là, en ce début 2025. Et on est à moins 32% par rapport à la moyenne 2017-2019. Donc on est quand même très bas au niveau des chiffres de ce début d'année. On espère. Alors, ils mettent ça sur le dos d'un manque de films américains, de grosses productions américaines qui aident quand même à créer une boucle vertueuse vers le cinéma. Quand il y a des petits ralentissements, surtout en début d'année, on le voit après les fêtes de Noël, il y a toujours un petit ralentissement. Et là, en fait, d'habitude, au mois de février, il y a des grosses sorties américaines qui permettent de relancer un peu la machine, en plus des comédies françaises. Et là, on l'a pas eu. On a eu Captain America, mais qui n'a pas été forcément le succès escompté par Disney. Ça pose quand même problème. Et le président de la FNCF rappelle que sur 140 films présentés à Sundance, il y en a seulement 11 qui vont sortir en salle. Donc Sundance, ce festival américain indépendant qui permet à des films de s'en sortir et d'autres de plonger dans l'oubli. C'est quand même assez compliqué, surtout que voilà, ont été achetés là-bas The Brutalist et Juré numéro 2 à Sundance. Donc c'est quand même un festival qui est assez important et qui en soi ressemble un petit peu à Cannes dans le sens où on présente des films indépendants qui normalement devraient trouver distributeur dans le pays concerné au moment de sa diffusion. Et là, pour le coup, cette année, vous vous rendez compte que sur 140 films donc, qui ont été produits par des systèmes totalement indépendants, puisqu'il n'y a pas de système forcément d'aide à proprement parler aux États-Unis pour pouvoir faire ces films, eh bien, sur les 140 films produits de façon indépendante, donc sans gros studios, vous en avez seulement 11 qui vont être distribués. Alors que c'est un gros marché en France, c'est des films qui fonctionnent souvent super bien en France. Le cinéma américain indépendant a vraiment sa place dans le cinéma français. Qu'est-ce qui se dit d'autre du coup dans cette rencontre d'Avignon? Bah, pas grand-chose, il y a eu beaucoup de serrage de main. Il y a eu, oui, si, il y a eu un dialogue autour de la chronologie des médias qui disait que voilà, il
Il y avait quand même une inquiétude de Canal+ qui s'était retiré de plus. Alors oui, alors ça c'est intéressant. J'ai toujours défendu les 220 millions de Canal, vous le savez, vous qui êtes souvent là ou qui nous écoutez en différé, en replay, en différé, non mais t'es à la radio quoi. En fait, il s'avère que Canal n'a pas donné exactement 220 millions. L'engagement à la baisse à hauteur de 160 millions d'euros, contre 190 millions auparavant, et non pas 220 millions, comme l'avait dit Maxime Saada, puisque 20 millions provenaient d'OCS, disparus suite à la fusion de Ciné+, mais à l'époque c'était toujours OCS, et 10 autres millions d'une indemnité de retard soldée en 2022. Donc comme quoi, on peut toujours faire jouer les chiffres pour qu'ils aillent dans notre sens, et ça me fait beaucoup rire. Parce que du coup, mea culpa, moi qui ai toujours défendu les 220 millions de Canal+, quand on fouille un peu, il y en a quand même 10 qui étaient obligés par la loi, en fait, d'être donnés, et 20 autres qui étaient pas du tout donnés par Canal+, mais par OCS, à l'époque où il était toujours OCS. Donc c'est quand même assez marrant. Donc voilà, donc en fait 190 millions, bon ça fait quand même une perte de 30 millions d'euros entre les deux pour qu'ils puissent garder sa fenêtre, mais bon voilà. Après c'est des choix qui ont été faits par Canal de quitter la TNT et d'être donc considéré comme une chaîne du satellite maintenant, et donc de ne plus avoir les mêmes obligations et le même rapport au CNC, voilà. Donc ça se verra évoluer, mais il y a quand même une crainte du côté des exploitants, des distributeurs et des producteurs, de voir cette tendance tout doucement s'accentuer, et de voir les plateformes de streaming américaines repasser devant les acteurs français pour l'investissement. Même si en plus en ce moment les États-Unis sont en train de râler, on le rappelle, par rapport à la chronologie des médias et à l'obligation d'investissement. Et étant donné que le gouvernement américain râle, les grands acteurs américains ont décidé de râler aussi, en se disant, bah oui c'est vrai, si le gouvernement américain veut plus qu'on paye, je vois pas pourquoi on paierait. Ça va commencer à chauffer un petit peu au niveau des bureaux, parce que il y a cet article, si ce n'est pas la culture, pourquoi nous battons-nous ? La commission culture du Sénat a auditionné les organisations du cinéma, le BLIC, le Bloc et l'ARP, sur les engagements des diffuseurs dans la création après l'accord de la chronologie des médias. Une mise au point qui, dans un contexte de tension commerciale internationale, a aussi pris des accents de plaidoyer en faveur de la défense de l'exception culturelle. Donc, cet article, il est important, parce qu'il y a eu discussion, non pas pour trouver des solutions, mais en tout cas pour réfléchir à des axes de réflexion. Réfléchir à des axes de réflexion. Tout va bien. N'importe quoi. Voilà, pourtant notre modèle régulé est mis en cause par l'administration Trump, mais aussi par la MPA, l'association des différents studios et plateformes américains, qui estime être affaibli par des pratiques commerciales déloyales, comme les quotas de diffusion et les obligations d'investir dans les contenus locaux. La fermeté européenne est dès lors essentielle pour le BLIC, le Bloc et l'ARP, alors qu'elle s'est exprimée sur un tas d'autres sujets suite aux déclarations de l'administration Trump. Nous n'avons pas, pour l'instant, entendu la Commission européenne prendre une position officielle en faveur de la directive SMA et des obligations d'investissement. En fait, il faut bien comprendre que en France, on a mis des obligations de diffusion, des quotas et des investissements obligatoires en contenus locaux pour avoir une place dédiée dans la chronologie des médias. Mais, encore une fois, au-dessus de ça, pour l'instant, l'Europe, elle, n'a rien dit. C'est-à-dire que si une majorité des pays européens décide que le contenu américain a autant de droits que le contenu local dans les pays concernés ou dans les pays européens, on pourrait très bien voir notre chronologie des médias annulée par la Commission européenne, parce qu'ils considèrent que les plateformes, c'est plus important que le reste. Donc ça, c'est un problème qui peut arriver dans les mois, voire dans les années à venir, surtout avec le gouvernement Trump qui, malheureusement, n'aime pas beaucoup Hollywood, n'aime pas beaucoup le cinéma indépendant non plus, et préférerait que tout ça gagne de l'argent, quoi, tout simplement. On a The Media Company, premier studio français à créer un studio qui va mettre l'IA au cœur de sa production pour aider les réalisateurs et les équipes techniques à créer des films rapidement et pour pas cher. Donc on a déjà un film d'Olivier Barou qui serait dans les cartons, qui s'appelle La fille du terrassier. Et on a également, alors ça me fait doucement rire, puisque en fait il faut savoir que les gars qui ont créé ça, c'est Didier Lupfer, un ex-dirigeant de Canal+ et de Studio Canal, cofondateur d'Ubisoft Motion Pictures, c'est les mecs qui ont fait Assassin's Creed, voilà. On a Édouard Bocon-Gibaud,
ex-président du groupe TF1 et ex-secrétaire général d'EuropaCorp, et ensuite l'entrepreneur web Tariq Krim qui vient de nulle part. Ce gars-là, par contre, il n'a pas de CV, il a juste des fonds à investir. Et donc ça me fait doucement rigoler parce que ce trio-là, franchement, ils ont des bonnes gueules de vainqueurs. Et ils viennent nous apporter un studio entièrement géré par l'IA, ou en tout cas en grande partie. Et j'aurais jamais cru que cette initiative viendrait de la France, avec tout ce qu'on essaye de mettre en place pour contrer justement tout ce qui est malsain dans l'intelligence artificielle. Rien ne dit que ce sera pour le cinéma, hein, ils disent que c'est pour de la création, donc c'est pas forcément... dessine la création de films grand public où l'IA occupe une large place, et ce, dès la pré-production, dont elle accélère les différentes étapes pour améliorer l'efficience des équipes. En gros, pour payer moins de monde, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends. Qu'il est médisant, ce Critflix, oh, il voit tout du mauvais côté. Bah oui. En même temps, on n'a jamais vu des entrepreneurs essayer de gagner de l'argent en embauchant plus de monde, hein. Voilà. Par contre, dans les bonnes nouvelles, on a le Majestic, voilà, un nouveau cinéma, Adol, qui ouvre ses portes. Très très joli cinéma, en tout cas, ça a l'air. On a pas mal d'ouvertures de cinéma, hein, qui sont en cours, ou alors des améliorations. On a le Clap de Bologne qui a ouvert une deuxième salle, et le montreur d'image d'Agen qui ouvre une troisième salle. Et ça, c'est super cool. Encore une fois, à l'avantage de la petite exploitation et du rural, pour éviter tout déplacement, pour essayer de jouer un maximum sur l'impact carbone de la venue au cinéma, puisque malheureusement, même si les plateformes de streaming utilisent énormément d'électricité pour fonctionner et ont un rapport carbone très mauvais, il est mis aussi en exergue que les cinémas ont un impact carbone énorme, ne serait-ce que pour la venue des gens, qui font très peu de covoiturage ou utilisent en zone rurale très peu les transports en commun pour venir au cinéma. Et donc ça implique forcément une prise dans le calcul de l'impact carbone des cinémas, en plus du coût du cinéma en lui-même au niveau électrique et technique, et réseau également. Donc voilà, c'est important aussi de se dire que les gens, quand ils prennent leur bagnole pour aller au cinéma, eh ben, ça participe à l'impact carbone local, et que c'est important aussi de trouver des solutions pour que les gens soit fassent du covoiturage, soit trouver des moyens de transport pour les faire venir au cinéma de façon commune. C'est aussi important. On a fait un peu le tour de ce Box Office Pro, hein, finalement. Je vous ai pas tout dit, hein. Il y a la réforme du Pass Culture donc, qui a été questionnée, mais on en a déjà beaucoup parlé, hein. Donc en soi, là pour l'instant, Laurence Tison-Vuillaume, qui a été vue par la commission de la culture, a expliqué qu'il y avait énormément de choses qui allaient être mises en place. Beaucoup d'informations qui ont été remontées, hein, sur les pratiques du Pass Culture, et sur le manque de diversification aussi des choix des jeunes sur leurs achats via le Pass Culture. Un gros problème aussi au niveau de la facilité d'accès de certains bâtiments culturels pour les zones rurales, mais aussi pour les grandes zones, comme par exemple le référencement du Puy du Fou qui s'est fait beaucoup plus rapidement que certains musées. Ça a fait pas mal polémique. Donc voilà, c'est un article qui est assez intéressant, mais qui raconte pas grand-chose de plus que ce qu'on a déjà dit sur le Pass Culture. Ce qui est intéressant surtout, c'est de savoir qu'ils savent pas encore ce qu'ils vont en faire du Pass Culture. Ils savent qu'ils l'ont rattaché au gouvernement, mais ça reste une SAS privée. Et donc, en fait, ils ont normalement... ça reste une start-up, quoi. Donc, il faut qu'ils investissent, il faut qu'ils gagnent de l'argent, il faut qu'il y ait une croissance. Or, quand tu es sous le bras, sous le coude de l'État, en fait, tu ne dépends plus du tout des mêmes règles que le marché privé. Et donc voilà, il y a encore des problématiques d'intégration du Pass Culture dans le giron de l'État. Ils ne savent pas encore comment ils vont faire. Donc pour l'instant, tout ça est gelé. Ce qui a été promis, c'est que l'enveloppe, par contre, ne bougerait pas. Il y aurait toujours 72 millions d'euros alloués pour la culture en 2025-2026, et qu'à la rentrée, tout serait débloqué. Mais n'empêche que 72 millions d'euros, on a déjà remarqué que ça ne suffisait pas. Alors, est-ce que la facilité d'accès, encore une fois, on en a déjà parlé, la facilité d'accès de certaines villes à la culture a augmenté leur sortie scolaire, et donc permis à d'autres écoles qui étaient moins privilégiées de ne plus avoir accès à ça par manque de budget?
Ça, par contre, c'est un sujet et un débat beaucoup plus complexe et qui va demander beaucoup plus de temps qu'une simple conversation sur Twitch. Donc, je ne m'en mêlerai pas pour l'instant et on attendra d'avoir des informations. Alors, Comment devenir riche grâce à sa grand-mère, c'est un film thaïlandais de Pat Bounintipat qui raconte l'histoire de M, ce jeune homme-là, qui apprend que sa grand-mère, qui est juste ici présente, est malade, elle a un cancer et elle va décéder. Et il remarque que le reste de la famille, ses enfants particulièrement, ne prennent pas très soin d'elle. Et il apprend que, par une amie à lui, il apprend que en fait, elle prend soin des vieux et qu'en fait, à la fin, les vieux sont tellement contents qu'on ait pris soin d'eux qu'ils les foutent sur leur testament et qu'elle se fait du blé comme ça. Et donc, du coup, il décide de se rapprocher de sa grand-mère pour avoir accès à sa richesse et peut-être même à sa maison quand elle sera décédée, elle sera dead. Et du coup, bah, il va apprendre à la connaître parce que il l'a jamais vraiment fait. Il va apprendre aussi à connaître un petit peu sa famille et les relations qu'il y a entre eux. Un peu apprendre leur passé aussi également. Et c'est une très jolie fable sur bah, les relations familiales en Thaïlande, surtout Thaïlande, mais immigrée chinoise des années 20. 30 en Thaïlande. Et donc, c'est hyper intéressant de voir que voilà, cette grand-mère, hein, quand même, elle s'est adaptée au pays, mais qu'elle parle encore un petit peu en chinois et qu'elle a surtout une vision de la vie qui est différente des jeunes Thaïlandais. C'est hyper intéressant, c'est très doux, c'est très tendre. Attention, ça fait 2 heures par contre. C'est un petit peu long, mais c'est nécessaire, je pense, parce que voilà, cette mamie, elle a 3 enfants, 2 garçons et une fille. Et on voit cette fille, donc qui est la mère de M, qui est obligé de s'effacer en fait, hein, parce que ça fait partie des us, pardon, des coutumes thaïlandaises, c'est que voilà, la fille de la famille s'efface au profit des 2 garçons, ou en tout cas du garçon quand il n'y en a qu'un. Mais les hommes sont toujours plus mis en valeur que les femmes encore en Thaïlande, alors qu'elle s'est toujours occupée de sa mère, elle a toujours essayé de rechercher son amour, mais la mère a toujours priorisé bah, les 2 garçons parce que c'était eux qui auraient pu avoir la meilleure carrière, bah, étant donné que c'était des hommes. Enfin, que ce sont des hommes d'ailleurs. Donc voilà, c'est un joli petit film. Je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que ben, finalement, voilà, il faut le voir pour vraiment comprendre tout ça. La technique est plutôt pas mal, la caméra est très jolie. Il arrive à filmer les petites rues thaïlandaises. La mamie habite dans une maison typiquement thaïlandaise, on va dire, de ville, c'est-à-dire elle a pas de fenêtre, c'est juste 2 grilles qui protègent sa maison fermée par un cadenas, et c'est au milieu de petites rues, entre deux grosses rues commerçantes et une voie ferrée. Enfin voilà, c'est vraiment très bien filmé, on voit la Thaïlande profonde un petit peu, c'est vraiment très chouette, et puis tout le côté aussi religieux, croyance, etc., etc. Donc ça sort le 16 avril au cinéma, donc si vous avez l'occasion, que vous aimez les films asiatiques et que vous voulez voyager un peu sans prendre l'avion pour ne pas blesser notre pauvre planète, eh bien vous pouvez regarder Comment devenir riche grâce à ça grand-mère. Et c'est marrant puisque le titre anglais, c'est How to be rich before grandma dies. Donc ça spoil un petit peu le film. Voilà, merci les Américains. Eh ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On est tout bon. C'est une petite matinale sans pression. J'ai trouvé ça plutôt pas mal, cette revue de presse. Ça me permet de trouver des sujets facilement et de pouvoir en discuter avec vous. J'espère que cette petite matinale vous aura plu, que j'aurais pas trop pris sur votre temps. Pour l'instant, au niveau des choses qui arrivent, Chris Flix va ralentir un petit peu. David a très peu de temps pour lui pour l'instant et il essaye de prendre un peu de temps pour lui, donc ça se comprend tout à fait. Donc même moi, je pense que j'ai pas énormément de temps non plus. Donc Critflix va ralentir un peu, peut-être une fois toutes les 2 semaines. On n'en aura pas cette semaine, c'est sûr. Peut-être la semaine prochaine et peut-être essayer de ralentir un tout petit peu le rythme pour essayer de garder d'énergie pour le reste de la semaine. Je vous fais bientôt une nouvelle vidéo en cabine. Ça va arriver très très bientôt. Et puis, sinon, bah, la semaine prochaine, une matinale encore, mardi prochain. Dans tous les cas, vous pouvez aller écouter Salle 9, hein, il y a le dernier Salle 9 qui est sorti. Bon allez, bonne journée à tous, à bientôt.